Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et je retrouve comme chaque semaine mon copilote Quadra en route pour un road trip au cœur des plateformes. Bonjour Gauthier. Oui, je suis en pleine crise de la quarantaine, effectivement. Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et séries à Satellifact, non plutôt cinéma en vrai, et créateur du concept de Originals. Nous ne sommes que deux aujourd'hui, cette semaine. Oui. Mon cher Gauthier, notre Monsieur News, Magic Andou, va devoir prendre un petit peu de recul suite à des évolutions professionnelles, mais il reste bien sûr avec nous par la pensée et assure toujours le montage, bien entendu. On lui fait tous un gros big up. Et voilà, la porte reste ouverte quand il aura un peu plus de temps. Bah bien sûr, Andou, big up à toi parce que tu nous écoutes toujours, on te fait des gros bisous. Et puis à ma gauche, il y a un micro, là, c'est le tien. Et si tu veux revenir parler dedans, tu es notre invité de toujours. Au sommaire de cette émission, un gros plan sur Jay Kelly, le nouveau Noah Baumbach avec George Clooney, Adam Sandler et Laura Dern. Ensuite, la chronique de Gauthier, les pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? On va dire les vrais trucs, enfin on va s'interroger sur les vrais trucs. Notamment sur l'opportunité que ça représente pour un cinéaste ou un auteur de se voir confier une belle somme d'argent généreuse pour aller faire le film qu'il veut sur une plateforme. Beaucoup d'auteurs disent que c'est une folle opportunité et nous, on va se demander si c'est vraiment le cas. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinématiseur. Je rappelle que Originals est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aimez Originals, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Vous pouvez liker, commenter nos épisodes un petit peu partout. On a besoin de vous. C'est ça, des pouces, des étoiles, des bisous, des retours, tout ça. Et d'autant plus que voilà, ça fait partie des nouveautés de cette fin d'année. Dans quelques jours, quelques semaines, ça va dépendre. Originals débarque sur YouTube. Enfin Voilà, c'est annoncé. Je suis joie. C'est annoncé, on ne peut plus reculer. Voilà, avant la fin de l'année, donc vous pourrez retrouver tous les épisodes de la saison 1 et les épisodes de la saison 2 déjà dans la boîte, directement sur YouTube. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la plus écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et ça vient de tomber, Gauthier, et c'est le moment des news. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber, figure-toi, et on va commencer par un absent. Un grand absent ? Un absent. C'est Andou ? Et alors non, ce n'est pas Andou. Cette fois, c'est un absent sur Apple TV+. Est-ce que tu as entendu parler de cette polémique ? La série thriller portée par Benoît Magimel et Mélanie Laurent a disparu totalement des plannings de Apple TV. Oui, j'ai entendu parler de ça. Alors ça s'appelle Traqué, c'était une série ou The Hunt en version anglaise qui était prévue pour le 3 décembre, donc que j'avais déjà mis au calendrier de mon agenda de fin d'émission. Et figure-toi que ça a disparu. Ouais. Ça a disparu pour soupçon de plagiat. En effet, il est reproché au créateur et réalisateur Cédric Angers de s'être inspiré directement du roman Shoot de 1973 de Douglas Fairbairn, qui avait déjà lui-même été adapté au cinéma en 1976. Alors, la diffusion de Traqué est donc temporairement reportée et Gaumont nous dit qu'il procède à un examen complet pour répondre à toutes les questions concernant la production parce qu'ils ont vraiment à cœur la propriété intellectuelle, etc., etc. Ce qui s'est passé, dernier rebondissement, c'est que le réalisateur aurait finalement admis s'être un petit peu inspiré du roman, et donc Apple, pour éviter de s'asseoir sur à peu près 16 millions de dollars investis dans la série, aurait donc fait un choix, celui de payer les droits du roman, mais rétroactivement. Est-ce qu'en général... Donc ça repousse la date de sortie de la série. Ouais, ça coûte plus cher aussi. Oui, bien sûr. En attendant, donc, on vous reparlera de cette série Traquée, ceux de Apple TV+. En parlant des grands absents, j'ai un bon running gag pour toi. Je suis désolé parce qu'on n'a pas vraiment le temps là aujourd'hui, mais je vais le faire quand même. L'autre jour, je me suis dit, allez, je vais aller sur Paramount+ pour regarder la saison 3 de Yellow Jacket. Et toujours pas là. Alors, elle était disponible sur Canal+ pendant longtemps. Ah bon ? Moi, j'ai pu la voir sur Canal+. Et elle arrive là. Elle arrive là. Elle arrive maintenant. Je l'ai vue, elle est dans les plannings, je crois, à partir de la semaine prochaine. Donc, je le dirai la semaine prochaine. J'adore. Mais par contre, ça vient de tomber, Gauthier. Qu'est-ce qui vient de tomber ? Nicole Kidman va être médecin légiste. C'était moins enthousiaste. Il serait temps, ouais. Mais... médecin légiste pour Prime Video. Deuxième carrière. Voilà, puisque elle poursuit sa carrière à la télé. On avait eu pas mal de séries, notamment on attend Big Little Lies saison 3. Ouais, on l'avait vu dans Les Expats aussi. Ouais, exactement.
Et là, elle revient donc sur Prime Video pour une série qui s'appellerait Scarpetta, en un seul mot. Alors, Scarpetta, c'est quoi ? C'est l'histoire de Dr. Kay Scarpetta, donc c'est son nom, joué par Nicole Kidman, médecin légiste déterminé à être la voix des victimes et à démasquer un tueur en série, à prouver que l'affaire qui a fait sa carrière 28 ans auparavant ne va pas entraîner sa chute. Et donc la série se déroule sur 2 lignes temporelles, ses débuts à la fin des années 90 et son retour dans sa ville natale, où elle reprend son poste tout en enquêtant sur un meurtre macabre. Alors au casting, on va retrouver Jamie Lee Curtis, donc ce sera la première, pas confrontation, parce qu'on ne sait pas si elles sont adversaires, mais en tout cas la première réunion entre les deux actrices. On retrouvera aussi Bobby Cannavale et Simon Baker, entre autres. Voilà, la série sera écrite et produite par Liz Samoff, qui avait déjà bossé pour HBO sur la série Barry. D'accord. Voilà. C'est une série HBO, hein, ça aussi. Non, là, on sera sur Prime. Pardon, on est sur Prime. D'accord. Ouais. Et c'est une adaptation des romans de Patricia Cornwell et on en reparlera dans Original sans doute autour de mi-mars. Ouais, avec grand plaisir. Mon seul espoir, c'est que ce soit pas trop dramatique, parce que tu sais, moi j'ai un truc, c'est que je n'en peux plus de voir Nicole Kidman être triste sur un écran. À chaque fois que je la vois jouer un grand rôle dramatique, j'y crois pas. J'ai envie de lui dire, mais tu es Nicole Kidman, arrête d'être triste comme ça. Alors ça vient de tomber, Gauthier. Ah, qu'est-ce qui vient de tomber ? Eh bien écoute, on a du nouveau pour le casting de la saison 3 de Mercredi. Ah, très bien. Alors là, on est sur Netflix, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a Michael J. Fox dedans ? Il n'y a pas Michael J. Fox, a priori. J'essaye à chaque fois maintenant. Mais c'est quand même des retrouvailles. Ce sont celles de Tim Burton, donc, qui est derrière, qui chapeaute le projet Wednesday, donc mercredi sur Netflix. Avec Johnny Depp. Avec pas Johnny Depp. Avec C'est une actrice. Michelle Pfeiffer. C'est une autre actrice. Une actrice française. Ah, Eva Green. Eva Green, tout Ouais. à fait. Donc Eva Green intègre le casting de la saison 3 de Mercredi et pour un rôle majeur, celui de la fameuse tante Ophélia, qui est souvent citée dans la saison 2. D'accord. Et donc elle va enfin débarquer. Alors Ophélia Frump, c'est qui ? C'est la sœur de Morticia Adams, Ouais. tout simplement. Donc Morticia qui est interprétée, je le rappelle, par Catherine Zeta-Jones. Et voilà, donc cette fameuse Ophélia, elle était internée par leur mère dans l'asile de Willow Hill, qui est dans la série. Et elle s'est échappée de cet hôpital psychiatrique. Et c'était une sorte de mythe Oui, on voit ça dans la saison 2. Hein. Voilà. C'est un arc J'essaie de pas narratif spoiler, en fait. qu'on suit dans la saison 2, effectivement. Ouais. donc voilà, là elle va C'est la débarquer. continuité très naturelle de la saison 2. On comprend ça très bien si on a vu la saison 2. Beaucoup de fans se sont demandé si le personnage de Lady Gaga n'était pas en réalité cette Ophélia, et non, ce sera donc Eva Green qui, je le rappelle, avait écrit en lettres de sang sur les murs « Mercredi doit mourir ». C'était un des climax de la saison 2. Ce sera tout pour les news aujourd'hui. Je te propose d'enchaîner directement avec notre gros plan de la semaine, le film Jay Kelly. Et Jay Kelly, donc c'est un film à retrouver sur Netflix aujourd'hui même, vendredi 5 décembre. Un film de 132 minutes, un peu plus, 2h10. 2h10. Donc je le rappelle, c'est le nouveau film de Noah Baumbach. Donc je le rappelle aussi, c'était le réalisateur de Marriage Story, notamment. Et de Frances A, de Greenberg, de beaucoup de films, Ouais, de pas mal de White Nose aussi sur Netflix. Ouais. Les Bergman se séparent, il y en a pas mal. Et donc c'est avec George Clooney, Adam Sandler et Laura Dern. Et c'est un film sur l'héritage, ce qu'on laisse, une réflexion sur les renoncements. Car le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps est si vite écoulé. Alors on fait le bilan, calmement, en se rappelant chaque instant, comme si on avait 50 ans. Tout à fait. J'en peux plus de ce monde, Jerry. J'ai envie de lâcher la barre. Jay Kelly, le beau gosse ultime! Regarde-toi, t'es le rêve américain. La dernière des stars de cinéma. Je suis là. T'es là-haut, t'es là-dedans. On a fait tout ça ensemble. À plus tard, je pars à Paris samedi. C'est ton dernier été. Je vais me sentir seul ici sans toi. Mais non, t'es jamais seul. Quoi ? Je suis tout le temps tout seul. Oh, merci Sylvano. Je vous en prie. Je me dis qu'elle va s'envoler et que je suis passé à côté. J'ai besoin de toi. Jay est en train de craquer. C'est la merde. C'est extrêmement mal barré. Jay, où est-ce qu'on va? On va où, Meg ? En France. En France. En France?
Jay Kelly, c'est qui ? C'est un acteur hollywoodien reconnu qui entame un voyage à travers l'Europe, accompagné de son fidèle manager Ron, interprété donc par Adam Sandler. Et ce road trip permet au duo de revisiter leur vie, d'affronter leurs regrets, de réinterroger leurs relations et de peser l'héritage qu'ils laisseront derrière eux. Alors on a compris qu'on est dans une sorte de road trip qui va parler d'amitié masculine, de regrets, de remords, mais aussi du rapport maître-employé peut-être, enfin pas maître, mais patron-employé. Voilà, quand je préparais cette émission, je me suis dit, tiens, il y a un petit peu peut-être du Phileas Fogg avec... Ouais. Voilà, ou de Monsieur Frodo avec Sam Gamgee. Oui. Mais on est quand même plus dans quelque chose de très contemporain et surtout c'est surtout une question d'héritage, je crois, Gauthier. Toi, comment tu t'as trouvé ce film ? Tu as pu le voir en avance ? Écoute, comme souvent quand je vois des films de Noah Baumbach, je me dis, en sortant, c'est assez brillant. C'est surtout très très bien joué parce que c'est souvent des films avec des comédiens absolument sensationnels au premier plan. Donc Greenberg, c'était comment s'appelle-t-il, Ben Stiller. Frances A, c'est Greta Gerwig qui crevait l'écran. Marriage Story, on se souvient quand même de scènes de dispute absolument sensationnelles entre Adam Driver et Scarlett Johansson, qui hésitent pas vraiment à sortir. Enfin, c'est des comédiens qui n'hésitent pas à sortir de leur registre naturel pour la caméra de Noah Baumbach. Donc là, c'est encore une fois ça qu'on observe, c'est-à-dire qu'on va regarder George Clooney et Adam Sandler faire des trucs qui sont très très loin de leur personnage habituel. La plus grosse qualité du film, c'est de tenir, enfin d'investir un discours assez cliché sur le thème « on peut à la fois réussir sa vie et rater sa vie ». C'est un truc qu'on a vu 1 milliard de fois, tu vois. Même Café Society de Woody Allen, c'était un peu le même sujet. La La Land parlait de ça aussi. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que George Clooney, dans ce film, va interpréter presque George Clooney, mais c'est un George Clooney plus. C'est-à-dire que c'est lui-même, si à chaque fois qu'il mettait un pied dehors, ça créait une émeute, tu vois. Et, il interprète un acteur qui a plutôt le degré de célébrité de Tom Cruise, tu vois, que de George Clooney. Ou de Michael Jackson à l'époque, dans les années 80. Ouais, un truc comme ça, un truc qui rend les gens complètement dingues. Et en gros, le pitch du film, c'est qu'il se trouve un matin avec sa fille et qu'il se dit pourquoi on passe pas plus de temps ensemble, et que sa fille lui répond je sais pas, t'as voulu faire l'acteur et la star internationale, donc maintenant tu te consacres à ça, et moi pendant ces vacances je vais avec mes potes en Italie, et puis voilà. Et à partir de là, il va se trouver un prétexte débile pour se raccrocher aux vacances de sa fille en Italie et prendre le train avec elle par surprise, tu vois, genre coucou papa, il vient quand même, tu vois. Et j'ai une fausse moustache. C'est ça. Et il improvise ça au dernier moment. Alors évidemment, on découvre qu'il a toute une équipe derrière lui, comme toutes les très grandes stars, et que toute l'équipe qu'il y a derrière lui, ils sont là, genre, mais il a pété un câble ou quoi ? Au fait, il peut pas faire ça. Il est pas à une place où on peut se permettre ça. Il a 3 tournages à enchaîner, il a des rendez-vous et tout ça. Et lui, il fait non, mais je vais accompagner ma fille. Et il prend comme prétexte un truc du style, de toute façon, il y avait le festival de je sais pas où en Toscane, là, où on allait me filer un prix honorifique. Donc on n'a qu'à dire que j'y vais pour ça, comme ça je troll ma fille, mais pas trop, et je passe du temps avec elle. Et en fait, spontanément, il prend un vol pour Paris, et ensuite de Paris, à la gare de Lyon, il prend un train qui l'emmène jusqu'en Toscane. Et rien que ça, le fait de monter dans un train bondé et qui va jusqu'en Toscane, les gens ils se regardent, mais genre c'est vraiment lui. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire, si tu veux. Enfin, toute son équipe est obligée de venir à sa traîne remplir le train qui va en Italie. Et pendant tout ce voyage qui va l'amener jusqu'en Toscane où il va recevoir ce prix. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le moment du bilan, mais c'est le moment du bilan pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se dit, on s'est tous consacrés à la célébrité de ce mec-là, parce que pour devenir aussi célèbre et mythique que ça crame pas juste la vie du mec, ça crame la vie de toute l'équipe qu'il y a autour. Les agents, les RP. Exactement. Tout le monde se crame pour se consacrer à lui et à sa célébrité. Et juste parce qu'il a une petite crise existentielle de la fin de la cinquantaine à se dire « Ah, j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants », il envoie tout péter, au fait. Et donc, tout le monde est en train de se regarder, genre, tout le monde descend du train en marche, quasiment littéralement, si tu veux. Et voilà, je veux pas spoiler la fin parce que
Non, Il faut pas, mais il arrive à un moment de sa vie où, la fin va le confronter à son propre paradoxe, et ça termine sur des mots qui sont vraiment très touchants, très très touchants. Il y a tout un tas de séquences qui sont hyper amusantes dans ce film. Il y a un moment où il y a un vol dans le train. Et donc le train s'arrête et le voleur essaye de s'échapper, et spontanément la star de ce cinéma va lui courir après pour récupérer le sac qu'il a chopé. Et les gens le filment depuis le train, et donc ça fait ce truc de la star hollywoodienne américaine qui devient une star dans la réalité aussi. Donc ça devient totalement méta sur les réseaux sociaux, tu vois, et ça le couvre d'un bad buzz qui planait sur lui. C'est vraiment la comédie de la vie quand t'es une superstar hollywoodienne et que t'aimerais refaire ta vie, et en même temps ta vie elle est réussie puisque tu voulais tellement devenir ça, et en même temps t'es passé à côté de toi-même et de ta famille et tout, quoi. C'est un paradoxe. La célébrité, donc un privilège, un fardeau, ou quelque chose de plus ambigu? C'est toute la question assez géniale de ce film, c'est-à-dire que lui il y a des flashbacks qui sont assez déchirants, où on se rend compte qu'il a foncé dans ce métier de l'acting et de Hollywood, tête baissée, quitte à planter des couteaux dans le dos de ses amis sans vraiment le vouloir. Mais enfin, il le voulait tellement, de manière très premier degré, que pour finir, il l'a eu. Mais donc, il se rend bien compte que c'est pas un fardeau, c'est ce qu'il voulait. Il est arrivé là où il voulait être. Et en même temps, du haut de là où il est maintenant, il regarde ce qu'il aurait pu être, et ça lui va pas, si tu veux. Il se retrouve pas entier, lui-même, content de sa vie, alors qu'il a tout réussi. C'est un film, donc, si je résume un petit peu aussi, sur la prise de conscience, la responsabilité face à ses choix, ses actes. Oui, et aussi face aux gens qui vous entourent. Il y a une très bonne question qui est posée vers les 2 tiers du film sur le thème, parce qu'on voit le personnage de Adam Sandler vraiment tout donner pour que ce glorieux acteur soit encore plus glorieux et tout ça. Et il lui dit, mais tu sais, je suis ton ami. Et l'autre lui répond, ouais, t'es mon ami, mon ami qui prend 15% quand même. Donc, qu'est-ce que l'amitié à ce prix-là? Oui, ça fait un petit peu réfléchir, effectivement. On voit que Adam Sandler, d'ailleurs, dans le film, a d'autres clients, et parmi ces autres clients, il y a un autre acteur qui est incarné par Patrick Wilson, et Patrick Wilson pensait que le personnage joué par George Clooney avait décliné le prix honorifique qu'on va lui filer en Toscane, et du coup, Adam Sandler s'était débrouillé pour que ce soit Patrick Wilson qui l'ait. Et comme George Clooney change d'avis au dernier moment, ils se retrouvent tous les deux comme des cons à avoir le même prix honorifique. Et il y a des conversations entre eux qui sont... Voilà, c'est des coups fourrés qu'on se fait à Hollywood. Et en même temps, en plus, l'acteur interprété par Patrick Wilson, lui, il a hyper bien réussi sa vie de famille. Il se balade partout avec sa famille, il est hyper entouré et tout. Donc, ça montre aussi que la voie du succès, elle n'est pas unique non plus. Les thèmes abordés ont l'air quand même assez sérieux en soi, mais le ton du film général, il y a quand même un peu d'humour. Comment c'est distillé tout ça? Il y a beaucoup d'humour, c'est très solaire, c'est marrant d'ailleurs de voir George Clooney dans un personnage aussi enthousiaste, parce qu'il est dans une crise identitaire, mais il est dans une crise identitaire où il veut renouer avec son père, il veut renouer avec ses enfants, il veut renouer un petit peu avec tout. On s'en doute bien, s'il va recevoir ce prix honorifique, recevoir un prix honorifique est un truc qui, par nature, te fait faire le bilan de ta vie. Quand il se retrouve devant l'écran, on lui passe des petits extraits de films, qui sont tous des extraits de films, des vrais extraits de films avec George Clooney en plus. Donc il y a un côté, bien sûr, il y a un côté un peu méta. Voilà, c'est une star de cinéma qui voit littéralement la vie défiler devant ses yeux comme un petit film, si tu veux. Donc tout ça est triste, c'est aigre-doux, mais le ton du film ne l'est pas du tout. C'est même très marrant, toute cette très longue scène dans un train, à bord d'un train, où tout le monde hallucine de parler à une si grande star de cinéma, comme si tu disais bonjour à ton boulanger, si tu veux, quoi. Alors, une dernière question sur le personnage de Ron, donc, qui est joué par Adam Sandler. Ce manager, c'est quoi? C'est un miroir, un contrepoint, un révélateur du personnage de George Clooney?
Comment l'histoire de Ron, elle nourrit l'ensemble ? Je dirais pas que c'est un contrepoint, je dirais que c'est le personnage de l'agent, c'est ça ? Le personnage de l'agent, c'est vraiment celui qui te fait réaliser que entretenir une légende du cinéma comme ça crame la vie de plusieurs personnes. Parce qu'il y a aussi Laura Dern qui joue un personnage un petit peu similaire, mais je sais plus quelle est sa fonction claire à elle. Mais elle aussi, on voit qu'elle bazarde sa vie pour faire partie de cette équipe. Donc le personnage d'Adam Sandler, on voit qu'il essaye tout le temps de ménager la chèvre et le chou entre le temps qu'il a consacré à George Clooney, le temps qu'il a consacré à ses autres clients, et le temps qu'il faut bien qu'il consacre à sa propre famille aussi, quoi. Donc lui, c'est plutôt celui qui court partout tout le temps, celui qui est dans l'ombre et qui court partout tout le temps. Et George Clooney, il oublie un petit peu ça, que pour pouvoir exister, il y a un mec qui je sais pas, qui est un espèce de maître du jeu derrière et qui règle, qui ménage la chèvre et le chou, qui fait tout ce qu'il peut, qui cavale dans tous les sens et tout ça. C'est pour ça qu'il y a une confrontation, pas finale, mais il y a une confrontation vers la dernière partie du film où l'un l'autre se disent mais on est amis ou c'est une relation de travail ou parce que il est tenté de démissionner quand même, le gars, hein, il en peut plus, il est au bout de sa vie, il est tenté de lui dire écoute, si tu te mets à faire n'importe quoi, aller en Toscane parce que ta fille, je sais pas trop quoi, moi j'ai mieux à foutre, gars. Et là-dedans, quelle est la part d'amitié, quelle est la part de fidélité, quelle est la part de loyauté, voilà. Ça s'appelle Jay Kelly et c'est disponible aujourd'hui sur Netflix. Et Gauthier, ce retour de Noah Baumbach, puisqu'il faut le dire comme ça, avec l'accent allemand, aux manettes d'un projet Netflix, ça t'a interpellé et t'avais envie de mettre, je crois, les pieds dans le plat. Et du coup, je précise que moi je le dis dans la Baumbach, je sais absolument pas comment il faut le dire, hein, il faudrait lui demander à lui. Et du coup, Gauthier, ces plateformes, c'est une vraie providence pour les auteurs ? Bah, c'est toute la question que je me suis posée cette semaine, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs se sont tournés vers les plateformes de manière parfois définitive, hein. On pense à David Fincher par exemple, maintenant qui ne fait que des projets sur plateforme de façon très très assumée. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui veut assassiner le cinéma, mais c'est quelqu'un qui a dit moi je m'en fiche de vos trucs de temple de cinéma que un film ça se regarde que sur grand écran. Moi les plateformes elles me donnent du budget, je me tourne vers les plateformes parce que c'est ça qui est d'actualité. Donc ça c'est c'est ce que dit David Fincher, mais tous ne sont pas aussi pro plateforme. Certains vont sur les plateformes simplement parce que les plateformes leur donnent les moyens de faire les films qu'ils ont envie de faire. Je me souviens par exemple d'être dans une conférence de presse avec Jane Campion au Festival Lumière où elle avait montré The Power of the Dog et elle nous avait tous dit très clairement il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas Netflix, il n'y aurait pas eu The Power of the Dog. C'est eux qui ont donné le pognon. Donc si ce film il existe, c'est grâce à Netflix. Point barre. Et je comprends, parce que déjà Scorsese avait dit un petit peu la même chose sur The Irishman, qu'il voulait faire depuis si longtemps, et il a trouvé de l'argent finalement grâce aux plateformes, grâce à Netflix en particulier. Et bon, je vois l'idée, je suis conscient que la quasi-intégralité des contenus de plateforme n'existerait pas sans les plateformes. Mais est-ce que ça sert autant les auteurs que les auteurs servent les plateformes ? Parce que finalement, cette stratégie pour Netflix, comme pour toutes les autres plateformes, de faire venir des auteurs chez eux, c'est une vitrine. C'est une manière de dire, regardez, il y a Martin Scorsese. Regardez, on a Jane Campion, on a David Fincher. Tout ça, c'est quand même pas mal, quoi. Mais... parfois, je trouve que ça a un revers de la médaille. Par exemple, le saviez-tu ? Qu'est-ce qui fait George Clooney en tant que réalisateur depuis Bienvenue à Suburbicon, qui est sorti quand même en 2018 ou en 2019, un truc comme ça ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vais te dire, la réponse, elle n'est pas compliquée. Il a fait 3 films. Il a réalisé 3 films avec des castings bien dodus et tout. 3 films qui ont l'air très bien, mais 3 films, il y en a un qui est sorti sur Netflix et 2 qui sont sortis sur Amazon Prime. Le saviez-tu ? Non. Eh bien non. Non, t'en as jamais entendu parler de ces 3 films. En plus, moi-même, j'ai du mal à me souvenir de comment ils s'appellent, ces 3 films. Donc, je comprends l'idée de se dire, on est au chaud sur les plateformes parce qu'on va recevoir le pognon qu'on veut pour faire ce qu'on veut.
Mais encore faut-il que derrière, les plateformes sachent événementialiser un film et se rendre compte que le prochain George Clooney ou le prochain Jane Campion ou le prochain Scorsese ou je sais pas quoi, tu peux pas vraiment le vendre comme n'importe quel film où il faut, enfin... C'est pas le 13e film avec... Ouais, c'est ça. avec... C'est pas le Dwayne Johnson de Noël, si tu Ouais, veux. voilà, c'est Enfin, donc, parfois, il se retrouve donc noyé dans l'algorithme. Et toi, en tant que consommateur de plateforme, jamais tu te dis il est où le nouveau George Clooney ? Et si j'allais voir dans l'algorithme des plateformes, au fond de leur catalogue, si je trouvais le nouveau George Clooney, si on te le bombarde pas, enfin, si on te passe pas l'information, tu le sais pas. Donc parfois, ça les met très très mal en avant. Et je pense qu'une raison pour laquelle ça les met mal en avant, c'est pas tellement parce que les plateformes veulent les noyer dans un catalogue. Alors, ça peut arriver, hein. Peut-être que ça peut arriver que tu aies payé cher un film et qu'après tu le réceptionnes et tu te dises « Ah, c'était pas ce que je voulais » et que tu le noies volontairement dans ton catalogue. J'imagine que ça doit arriver. Genre Manque. Peut-être. Je serais pas si malveillant, moi, avec Manque. Il faudrait que je le revoie. Non, je dis pas que c'est un mauvais film. Je dis juste que c'est peut-être pas le film le plus facile à regarder quand on balaye l'algorithme, quand on balaye la plateforme, et on se dit tiens, je vais me laisser tenter par... Non, c'est un film exigeant qui demande d'avoir une culture particulièrement développée du cinéma des années 50 et enfin, tu 40, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais enfin, c'était quand même un tel événement, ce premier projet cinématographique chez Netflix, par Fincher, avec un scénario de son père, tout en noir et blanc et tout. Je dis pas que c'est un film facile à regarder, je dis que c'était quand même un pavé dans la mare, du coup tout le monde en a un petit peu parlé. Mais quand tu prends, typiquement des films de George Clooney et qui sont noyés dans l'algorithme sans que personne n'en parle, je pense simplement que les plateformes n'ont pas encore l'expérience qu'a le cinéma pour promouvoir certains films, pour dire attention, là, il y a un événement, concentrez votre attention sur ce truc-là. Ils l'auront peut-être bientôt, mais tu vois, de la même façon, j'essaye de te prendre un exemple comparable. De la même façon, nous les consommateurs de plateformes, on a encore un tout petit peu de mal à considérer que c'est aussi un événement de voir un Scorsese sur plateforme que de voir un Scorsese au cinéma. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire un petit peu. C'est comme si on t'annonçait, ça n'arrivera jamais je pense, mais c'est comme si on t'annonçait que le prochain Christopher Nolan ou le prochain Quentin Tarantino serait un film de plateforme. Tu te dirais, bon bah chouette, je vais le regarder évidemment. Mais tu te dirais pas, c'est un événement aussi grand que si je l'avais vu au cinéma et qu'il avait été réservé pour la salle de cinéma. Donc je pense que c'est encore un petit truc de savoir-faire des plateformes, de savoir au fond aussi bien nous vendre les films qu'ils élaborent que les séries qu'ils élaborent, parce que le truc de Stranger Things, en revanche, ça nous a pas échappé que Stranger Things était de retour. Hein, là, ils savent, et quand ils refont du Game of Thrones, tout le monde le sait aussi. Enfin, ouais, voilà. Donc ils savent hyper bien processer leur série. Parfois, ils ont un coup de génie sur des trucs humoristiques, genre LOL qui ressort, etc., où on sait tous quand ça revient et tout. Je trouve que la promotion des films, et des films en particulier, ils ont encore un peu du mal. Tu vois, on parlait de Noah Baumbach, il y avait The Meyerowitz Stories qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque parce qu'il était sorti en 2017 et qu'il avait été sélectionné au Festival de Cannes en compétition. Et c'était la dernière année où Cannes avait sélectionné des films Netflix en compétition parce qu'on voyait que ça foutait un peu le bordel, que les gens n'étaient pas contents et tout ça. Mais cette sélection en compétition avait mis un petit peu de lumière sur le film quand même. Maintenant, on sait que certains festivals de cinéma ne veulent plus faire participer des films de plateforme. Donc, il faudrait trouver un autre moyen de dire au public, regardez comment c'est classe. C'est pas juste du contenu de plateforme. Là, on a un auteur qui a fait un truc pour nous, c'est important. Tu te souviens de comment on avait parlé du court-métrage de David Lynch à la saison 1 sur What Did Jack Do ? Avec le singe, là. Ouais. Et bah ça fait un peu briller les yeux quand même, tu vois. Tu te dis, waouh, ça c'est un vrai projet, un peu dingo et tout. Il y a du David Lynch sur les plateformes, c'est super classe. Il faudrait qu'on arrive à se dire ça à chaque fois qu'un auteur se tourne vers les plateformes pour faire un nouveau film. Ça servirait la plateforme, ça servirait l'auteur et ça servirait bien sûr les usagers. Et si je peux rajouter juste un dernier point, c'est que toutes ces vérités-là sont particulièrement vraies
pour le cinéma américain et anglo-saxon en général. Mais les auteurs qui signent avec Netflix, qui sont ou francophones ou peut-être d'autres cinémas internationaux, ça permet d'avoir, mine de rien, une distribution mondiale, internationale qu'ils n'auraient peut-être jamais eu aussi. Donc il y a aussi des avantages absolument comme ça. Et puis on a vu en plus que le rayonnement international des contenus hyper nationaux, sud-coréens, français, parfois israéliens et tout ça, il est possible grâce aux plateformes justement. Donc je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup Gauthier, je te propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on va parler cette semaine des sorties comprises entre le 1er et le 7 décembre. On va parler notamment de... si je te parle d'un truc qui s'appelle Troll 2, ça te parle ou pas Si. Tu vas me dire, mais c'est sorti au cinéma, c'est un film d'animation, Romain. Non. Parce que ça, je l'ai vu. Troll 2, le film d'animation. Mais on ne parle pas de ça. Non, on parle pas de ça. On parle de la suite d'un film d'horreur, non ? C'est un film de science-fiction oui, norvégien. Ouais. Un film fantastique, exactement, bien sûr, qui s'inspire du folklore norvégien et notamment des trolls. Donc on avait eu un fameux premier film qui s'appelait Troll. Il y avait eu aussi Trollhunter quelques temps avant, un peu plus dans le cinéma indépendant norvégien. Tout à fait. Donc il y a eu un Troll sur Netflix, donc on fait écho à ce qu'on vient de raconter. C'est quoi ? C'est en gros un membre du gouvernement, un militaire et quelqu'un qui sait manier les armes, qui s'associe, ou un scientifique, je sais plus, qui s'associe parce que y a une montagne qui se réveille. En fait, c'était pas une montagne, c'était un troll géant. Voilà. Et donc là, écoute, c'est la suite. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y en a 2. Évidemment, Troll 2, il y en a 2, mais ils sont. On a repris la mécanique un petit peu de Godzilla contre King Kong, puisqu'il y en a un qui est gentil et il y en a un qui est méchant. Et puis ça va faire des gros pâtés de pixels qui se rentrent dedans. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment du film où ils mettent des méchants commentaires sur Internet ? Écoute, je ne sais pas. Non, c'est pas ce type de troll-là. troll-là. De troll-là. Non. C'est toujours réalisé par le même réalisateur, Roar Uthaug, je ne suis pas sûr qu'on prononce comme ça, qui était notamment le réalisateur du Tomb Raider avec Alicia Vikander. Ah mais oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est sur Netflix. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 1er décembre aussi. On a eu quoi qui est sorti ? L'esprit de Noël, autrement qu'avec des acteurs et des actrices un peu en perte de vitesse qui boivent des chocolats chauds à la guimauve dans des histoires de couple et de quiproquos qui sentent un peu la guimauve. Bon. Tu décris ça très bien. N'est-ce pas ? Donc là, on va pas parler de ça, on va parler d'un documentaire sur Prime Video de 90 minutes qui s'appelle Les Marchands de Joie. Et c'est quoi ? C'est un doc qui suit 5 familles à New York qui investissent tous les trottoirs d'un certain quartier de la ville et qui tiennent des stands de Noël pour vendre des sapins. Essentiellement des sapins. Et donc, c'est tout le travail, évidemment, de la chaîne d'approvisionnement de ces sapins jusqu'aux consommateurs pour décorer leur maison, mais aussi les relations familiales, la pression du commerce saisonnier. Le film, donc, il dresse un portrait intime de toutes ces traditions, de la solidarité, de la résilience dans cette période de fête. Voilà, une autre façon de voir la magie de Noël sur nos écrans. Est-ce qu'on va nous apprendre que les sapins, c'est pas écolo et qu'il faut pas en avoir un ? Il y en a certains qui sont faits exprès et dont, pour chaque qu'on coupe, il y en a un qui est replanté, et donc cela, ça va. Je me suis fait faire la remarque. Voilà. Parce que moi, je fais beaucoup de trucs dans le sens de l'écologie dans ma vie. Et il y a un truc que je fais pas, c'est que chaque année, je prends un sapin et j'ai pas envie qu'on me shame pour ça, au fait. Écoute, il y a certains sapins qui qui participent à la reforestation. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on a toujours le premier ? On a eu un truc qui est sorti sur Paramount+, un film de science-fiction qui était présenté à Deauville, mais qui est jamais sorti sur notre territoire. D'accord. Ça s'appelle The Astronaut, ça dure 1h30. Ah oui. Voilà, c'est réalisé par Jess Varley, c'est son premier film. Et au casting, on retrouve Kate Mara, Laurence Fishburne et Gabrielle Luna, que vous avez pu voir notamment dans The Last of Us. Alors, c'est l'histoire d'une astronaute, comme le titre l'indique, qui est de retour de sa première mission spatiale. Et elle est repêchée vivante dans une capsule endommagée au large de l'Atlantique. Là, elle est placée en quarantaine et surveillée par la NASA dans une résidence sécurisée. Mais bientôt, des phénomènes étranges et inquiétants se manifestent et cette astronaute commence à se demander si quelque chose n'est pas revenu avec elle de tout là-haut, et qui l'aurait suivi sur Terre, entraînant une menace à l'échelle planétaire. Bon, c'est pas d'une originalité folle, mais absolument ça m'intrigue quand même.
Et on terminera avec une série qui est sortie hier, c'est un contre-Kems, une contre-programmation de Netflix dans cette période hivernale, puisqu'on va parler d'un western en 8 épisodes, c'est sur Netflix, dont je l'ai dit, ça s'appelle The Abundance, et c'est créé par Kurt Sutter, et Kurt Sutter, c'est un des mecs qui est derrière Son of Anarchy, et toutes les séries qui gravitent autour, comme Mayans, etc. C'est avec Lena Headey, donc on connaissait de la reine Cersei de Game of Thrones. C'est avec Gillian Anderson, qu'on connaît notamment par X-Files et Dana Scully. Et donc c'est un film qui nous parle dans les années 1850, dans le Washington Territory, deux familles rivales qui s'affrontent pour le contrôle d'un territoire riche en minerais. D'un côté, la dynastie aristocratique et ambitieuse des Van Ness, menée par Constance Van Ness, évidemment, et de l'autre, un foyer de marginalisés, des orphelins, des exclus, constitués en communauté, et qui, eux, sont menés par Fiona Nolan. Et elle est bien déterminée, elle, à protéger leurs terres et, bien sûr, leur liberté. Le conflit, puisqu'il y aura conflit, est nourri par, évidemment, des crimes, un secret ancien, parce que sinon c'est pas marrant, des enjeux de pouvoir et une romance interdite entre les deux camps. Et évidemment, la loyauté des unes et des autres sera mise à l'épreuve, ainsi que leur sens de la justice et de la survie. The Abandon, c'est un gros western au féminin sur Netflix. Top. Voilà, je rappelle que Jake Kelly, ça sort aussi aujourd'hui, et ce sera tout pour les sorties de cette semaine. Et c'est là-dessus que s'achève notre émission. C'était donc Original saison 2, épisode 14. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance. Ah oui, merci beaucoup. Et son soutien. Et on fait un big up à Magic Andou au montage. Ouais, big up Andou, et exceptionnellement, je vais te dire un truc. Si tu veux terminer cet épisode d'Original par l'hymne malgache, je t'y autorise. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.